psychotraumatologue, maître de conférences associé à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Manon Saori et Lancelot Defoe et nous allons parler de Franz Anton Mesmer, un médecin du XVIIIe siècle qui n'a rien à voir avec le Mesmer d'aujourd'hui, mais ce n'est pas par hasard que Mesmer, l'homme de spectacle contemporain, a pris ce nom. Alors, il y a une différence, c'est qu'il a ajouté un S à son nom et Franz Anton Mesmer est vraiment une figure très très importante. Il a donc inventé ce qu'on appelle le magnétisme animal et il est considéré comme un acteur clé dans l'hypnose telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Bonjour Manon, bonjour Lancelot. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Eh bien Manon, je t'invite, honneur aux femmes, à te présenter, à dire qui tu es. Moi je suis située en Belgique, donc j'habite Bruxelles et je suis psychomotricienne de formation. Donc j'ai terminé mon bachelier en 2017 et maintenant je continue à me spécialiser dans la thérapie psychomotrice et donc je vais entamer ma deuxième année à Liège cette rentrée en septembre. Et donc en même temps, ben, je travaille en consultation donc dans un cabinet de psychomotricité notamment pour les enfants et petit à petit pour les adultes. Et en complément à ça, eh bien, j'ai étudié l'hypnothérapie en 2018-2019 et ça a fait qu'augmenter, on va dire, parce que ce qui est amusant, justement, comme tu le disais, moi j'ai découvert l'hypnose grâce à Mesmer, mais au départ, ce Mesmer de spectacle, qui en fait m'a ramené au véritable Mesmer parce que je me suis posé toute une série de questions et notamment je me suis demandé où il avait été chercher ce nom qui me paraissait étrange et que j'avais jamais entendu auparavant. Et de ce fait-là, eh bien, j'ai été lire beaucoup d'ouvrages de Mesmer, ceux qu'il avait écrits en français. Et puis j'ai fait des recherches et j'ai établi justement des liens avec la pratique psychomotrice. Et de ce fait-là, ben, mon hypnose, mon hypnothérapie est vraiment devenue psychocorporelle et c'est fort rattaché au mesmérisme. Donc on peut dire que maintenant, bah, au lieu de dire par exemple je pratique l'hypnose ericksonienne, on peut vraiment dire que je pratique l'hypnose mesmérienne, qui est très très en lien avec le corporel, l'énergétique, le magnétisme, dont on va développer tout cela tout de suite. Oui, on va revenir sur vos pratiques et comment vous avez intégré cette approche de Mesmer. On va d'abord passer la parole à Lancelot pour qu'il se présente et puis on parlera de Mesmer lui-même pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il a apporté et comment effectivement vous avez récupéré euh, la richesse de ce qu'il a établi aujourd'hui dans vos pratiques. Lancelot, à toi la parole. Bien, bien volontiers. C'est vrai que pour ce qui concerne Manon, elle est complètement plongée dans le travail de François-Antoine Mesmer parce que c'est totalement en accord avec notre pratique naturelle que l'on a de l'hypnose. Alors pour ma part, j'ai commencé de pratiquer l'hypnose il y a une soixantaine d'années parce que je suis un tout nouveau dans le domaine, n'est-ce pas? J'ai commencé que j'étais très jeune, je me suis passionné par ça et dès l'âge de 20 ans après, donc j'ai commencé donc à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans, donc à travers de la pratique spontanée qui est finalement exactement le travail que faisait Mesmer, sans le savoir. Et puis vers l'âge de 20, 25 ans, je suis monté à Paris, comme on disait en Auvergne, parce que j'habite à Clermont-Ferrand. Et en montant à Paris, donc, je suis allé rencontrer les grandes de l'hypnose de l'époque. Alors, au départ, je voulais rencontrer absolument les hypnotiseurs de spectacle, un peu comme le Mesmer d'aujourd'hui, c'était Dominique Webb, c'était David Dan, après, plus tard, c'était enfin des gens qui faisaient du spectacle, et parce qu'on ne connaissait que ça via la télé. Et puis finalement, j'ai rencontré l'Académie d'hypnosophrologie de Paris, qui était donc présidée par le comment dire, et chirurgien dentiste Raphaël Cherchev, et puis par d'autres personnes, donc, dont un personnage extraordinaire qui a été un peu mon mentor, qui s'appelait Jean Reynaud Bajolet, qui avait 80 ans quand je l'ai, enfin 79 ans en 1979, puisqu'il était né en 1900. Il avait
un des élèves dès le départ de l'école de magnétisme de Paris de Henri et Hector Durville, qui étaient eux-mêmes finalement des disciples un siècle plus tard de François-Antoine Mesmer. Et donc, ce monsieur pratiquait l'hypnomagnétisme, qui était la pratique que j'avais. Alors, donc, il a reconnu que ce que je faisais, ben, c'est ce qu'il avait appris dès très jeune. Il était médecin lui-même, il pratiquait ça, il l'enseignait dans son école qui s'appelait le Groupement national des hypnotiseurs de France. Il m'a invité à participer à tout ça. Et de ce fait, eh bien, je me suis retrouvé dans des cercles très fermés de la capitale à Paris, dans le cadre de l'Académie d'hypnosophrologie de Paris. Et j'ai rencontré donc les potentiels futurs sophrologues qui travaillaient aussi bien la main dans la main avec l'hypnose et avec la sophrologie. C'est même pour ça qu'ils avaient appelé l'Académie d'hypnosophrologie. Et notamment avec un monsieur qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus et qui, grâce à lui, m'a permis de rencontrer tous ces gens-là, qui s'appelait le docteur Jean-Paul Guyonneau, qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Les premiers ouvrages s'appelant éveillé par non, endormir par l'hypnose et éveillé par la sophrologie, c'est-à-dire étant donné il était un disciple tout récent de Alfonso Caicedo. Donc, voilà. Donc j'ai rencontré tous ces gens-là très jeunes. J'ai rencontré aussi un autre de mes mentors qui était extraordinaire, qui s'appelait Yvon Iva, dont je parle d'ailleurs dans nos groupes, qui était en même temps donc non seulement hypnotiseur de spectacle, un grand ami de Dominique Webb, mais également un fakir, donc voilà, avec une opération de l'appendicite sans anesthésie en mai 1958 en auto-hypnose. C'était vraiment un pionnier dans ces domaines-là, devant les caméras de l'ORTF à l'époque. Et on a les documents de tout ça. Et donc, ouais, bon, je me suis retrouvé dans ce monde-là avec ces gens-là qui ont reconnu mes capacités, mes connaissances, mon savoir-faire. Et j'ai continué ensuite dans ce domaine-là tout le temps, tout en travaillant dans d'autres domaines pour gagner ma vie, parce que j'avais pas de cabinet du tout à l'époque. Et du coup, ben, on s'est rencontrés, c'est une longue histoire avec Manon, maintenant il y a quelques années, et on a été surpris que, alors qu'on avait des cursus différents et dans des pays différents, eh bien, on avait la même pratique et la même vision de l'hypnose. Alors, on va commencer à parler de Franz Anton Mesmer. Qui est-il? Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer à raconter la vie de ce personnage haut en couleur. C'est une histoire extraordinaire et je laisse à Manon le soin de raconter l'histoire de son mentor, qui est aussi le mien. Oui, donc c'est vrai que c'est une histoire assez extraordinaire qui pourrait faire l'office même d'un roman d'aventure. D'ailleurs, il en existe des biographies sur Mesmer qui sont très passionnantes à lire. Et donc, pour un petit peu raconter sa vie, eh bien, donc il faut savoir que Mesmer est né en Allemagne, sur les bords du lac de Constance, à Bodensee, hein, qui est cet immense lac avec une énergie assez incroyable, car on a eu la chance justement l'année passée de faire un voyage dans son lieu de naissance et dans sa ville, et À vraiment de Würzburg, pouvoir ressentir l'endroit en réel. Et donc il est né en 1734 dans une famille assez modeste qui travaille à l'époque pour les princes archevêques de la ville. Et donc, en fait, son père, son papa, est garde forestier et il est en connexion forte avec la nature. Et le petit Franz Anton l'accompagne souvent dans ses promenades, dans son travail, dans la forêt. Donc, en fait, il est depuis tout petit connecté à ce milieu naturel, à la nature, à l'eau. Il fait des expériences de sourcier aussi, où un ami de son père apporte un jour des fameuses baguettes, hein, baguettes de sourcier qui permettent de détecter où se trouvent les réseaux d'eau. Et donc, il travaille déjà petit, préadolescent avec tout ça. Et de fil en aiguille, ben, les princes archevêques détectent en lui un potentiel pour faire des études plus élevées parce que il était destiné en fait à rester dans ce mode de vie modeste et peut-être à devenir prêtre, mais pas du tout à avoir le destin ben, qui a été le sien par la suite. Et donc, grâce au financement de ces princes archevêques, il a pu étudier tout d'abord la philosophie et la théologie. Et puis, il s'est passionné pour le droit. Donc, il a entamé ses études en droit, il est docteur en droit. Mais il cherchait encore quelque chose d'autre chose, de plus en lien avec l'aide aux autres. Et donc, du coup, il a décidé d'aller étudier la médecine en Autriche, à Vienne. Et donc, il a terminé ses études
à l'université de Vienne. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a déjà toutes ces connexions en lui d'être très jeune, parce qu'il propose à ses professeurs une thèse de médecine sur l'influence des planètes sur le corps humain. Et c'est de là que va partir en fait toute sa théorie, toute sa méthode. Il va regarder de près, il va étudier de près la physique et la mécanique du fonctionnement de l'univers, des planètes, se rendre compte qu'en fait tout est mouvement et que c'est ce mouvement qui va permettre après ce qu'il va dénommer gravité animale et puis qui va encore évoluer en termes de magnétisme animal. Donc il y a tout un fil conducteur qui va germer en lui et qui va construire sa méthode, sa pratique. Et donc il faut savoir, et ça c'est très intéressant aussi avec tous les liens psychomotes qu'on a établis, c'est que dans sa jeune carrière, en fait, il démarre par travailler à la maternité de Vienne. Et donc, il gère notamment tout ce qui est accouchement, etc. Mais donc, il est en contact avec les nourrissons tout petits. Donc, il est en contact avec le précoce, avec le bébé, avec tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui d'archaïque. Il est en lien avec le tonus musculaire de ces nourrissons qui interagissent avec le sien. Et tout cela, ben, c'est la vision psychomotrice que l'on a aujourd'hui du développement de l'enfant. Et ça a très certainement participé au tout développement de sa méthode, qui, on va le voir, en fait, est très centrée sur la fonction tonique. C'est un petit peu le cœur de ce qu'il va développer par la suite dans sa méthode. Je te laisse continuer dans ce lot. Oui, par ailleurs, bien, donc, enfin, à Vienne, oui, il va finir par se marier avec une dame veuve qui est assez riche. Et donc, il va profiter donc de locaux assez importants où il va d'ailleurs installer son cabinet, évidemment, pour recevoir les gens. Et en même temps, il a aussi un grand parc à sa disposition. Et dans ce grand parc, comme il est aussi artiste, musicien, hein, il joue du violoncelle et puis il joue également de l'harmonica de verre, qui est une chose assez extraordinaire. Et c'est un ami très proche donc du papa de Mozart, et il va devenir un ami très très proche de Wolfgang, donc de Mozart, au point que le premier opéra qu'il va donc que Mozart va mettre au monde, eh bien c'est comment on pourrait appeler ça, un opéra qui va être payé par François-Antoine Mesmer et qui s'appelle Bastien et Bastienne. Voilà, donc c'était quelqu'un qui avait des connaissances dans plein de domaines différents et il reliait beaucoup en tant que musicien et qu'artiste la musique également à la possibilité d'agir sur le système nerveux central finalement et de produire des phénomènes mesmériques. Alors, il va être très connu à Vienne, et puis qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est vrai qu'il y a un tournant dans son histoire qui est marqué justement par la prise en charge d'une patiente, parce que depuis lors, bah, il a quand même développé sa méthode. Pour résumer, donc en fait, il est parti des aimants thérapeutiques qui existaient déjà à cette époque-là, et donc l'application d'aimants qui généraient des flux internes dans le corps et qui créaient des guérisons. Et donc, il a travaillé en collaboration avec ses précurseurs d'aimants et petit à petit, il a laissé tomber les aimants parce qu'il s'est rendu compte que du magnétisme minéral, donc des pierres, eh bien, il pouvait aussi exister un magnétisme animal. Et en fait, c'est quoi le magnétisme animal? C'est l'énergie de vie, c'est le fluide vital, tellement subtil qu'il dit qu'il est encore plus subtil que l'éther et qui remplit tous les interstices, et que ce fluide canalisé par le corps humain mais plutôt son corps archaïque et qui est transmis à un autre corps humain archaïque, eh bien, cette méthode s'appelle le magnétisme animal. Et donc, il découvre tout ça et en effet, il devient de plus en plus connu à Vienne parce qu'il commence à traiter des patients. Donc, justement, chez lui, dans la maison de sa femme, hein, qui est cette riche veuve, qui met à disposition des pavillons, une clinique pour qu'il puisse recevoir ses patients. Et donc, il y a un élément important qui va arriver en 1777, donc en 1777 en français. Et donc, il va prendre en charge une patiente qui est aveugle, mais pas de naissance. C'est la demoiselle Maria Teresa Paradis, qui est justement une musicienne virtuose à son époque, avec le piano. Et donc cet enfant est devenu aveugle vers l'âge de 3 ans, mais aucun médecin ne trouve la cause physiologique de cette problématique. Et donc l'hypothèse actuelle,
Alors, il y en a plusieurs, mais il y a une hypothèse qui dirait que c'est en fait une cécité traumatique et donc totalement psychosomatique et qu'il n'y a pas d'atteinte du nerf optique parce que là, c'est très intéressant. Dans toute la cure que Mesmer va faire avec Maria, eh bien, il va observer qu'il y a des moments où elle va retrouver la vue. Et donc, on suppose qu'il va travailler sur les traces traumatiques, en tout cas sur des couches archaïques de la problématique, pour que le symptôme disparaisse. Il y a aussi des hypothèses qui signifient que c'est à ce moment-là, avec cette patiente-là, qu'il va découvrir le somnambulisme magnétique, alors qu'on en parle en fait bien plus tard par Puységur. Mais les dernières sources tendraient à montrer que c'est déjà bien avant qu'il avait connaissance de ce phénomène qui est en réalité aujourd'hui l'hypnose et qui est le fait de placer une personne en transe, en état modifié de conscience, et qu'elle puisse avoir accès à des informations qu'elle ne pourrait pas accéder en temps normal, à l'état de veille, on va dire. Et donc, toutes ces expériences-là, il les décrit assez bien dans la cure avec cette demoiselle Paradis. Et donc, il retrouve la vue, qui est vraiment dans un mécanisme de guérison. Et donc, ça a été même noté noir sur blanc et attesté par le père qui avait fait la demande, que sa fille était guérie et qu'elle pouvait voir les objets, les couleurs et les étoiles. Et d'ailleurs que c'était les étoiles qui l'avaient marqué le plus, parce qu'elle avait dit que c'était la plus belle chose qu'elle pouvait observer. Et donc, à ce moment-là, tout se passe assez bien, sauf que ben, les médecins qui avaient soigné aussi Maria Paradis Tenter avant, d'eux. voilà. Ils ont dit, ben, ça nous va pas vraiment. Pourquoi lui, il aurait réussi et pas nous? Et donc, ils ont commencé à mener des enquêtes pour évaluer ben, les capacités de Maria Teresa Paradis. Et donc, en fait, elle a été soumise à un tas de testing, de bilans, de questionnements qui ont apparemment été compliqués parce que dans les descriptions d'études de cas, c'était des moments pas faciles. Et il se fait qu'à des moments, bah, elle avait plus difficile à nommer tel ou tel objet, mais ce que Mesmer dit est totalement logique, puisque c'est comme une personne qui apprendrait à redécouvrir les couleurs, à les nommer et à tout réapprendre. Et donc, à chaque petite erreur, apparemment, ces médecins ont été du coup très difficiles parce qu'ils ont dit, ben non, Maria Teresa Paradis ne voit pas. En fait, elle fait croire qu'elle voit ou elle croit qu'elle voit, ou encore pire, c'est Mesmer avec son magnétisme animal qui lui fait croire qu'elle voit. Et donc, il y a eu un débat et un scandale même avec cette histoire-là, parce que les parents voulaient récupérer leur fille, mais Maria Teresa Paradis ne voulait plus rentrer chez elle à un moment donné. Donc ça a été vraiment compliqué parce que là, ils se sont dit, ben voilà, il y a une forme, ben, ils n'employaient pas le mot hypnose à l'époque, hein, mais il y a une forme d'interaction qui est présente. Maria Teresa ne veut plus rentrer chez elle et du coup, il y a toute une rumeur qui circule comme quoi il y aurait une relation même entre le médecin et sa patiente. De ce fait-là, eh bien, c'est même la reine de l'époque qui doit intervenir, la reine d'Autriche, et qui va donner un ultimatum en fait à Mesmer de rendre Maria Theresa Paradis à ses parents. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de coup organisé où les parents vont débarquer chez Mesmer et dire qu'ils emmènent leur fille à la campagne et qu'ils la ramèneront, mais finalement, ils la ramèneront jamais. Et donc, c'est toute cette histoire qui a été un peu le déclencheur de, on va dire, une nouvelle période pour Mesmer. Ce qui est quand même Parce que, important à dire, excuse-moi, je te coupe, hein, c'est que Mm. si jamais elle avait retrouvé la vue, elle perdait la Ouais, pension que la reine lui offrait. Et ça, c'est le ça. papa, lui, il n'était pas du tout Ouais, d'accord pour ouais, perdre ouais. la pension. C'est ça, ouais, juste, il y avait vraiment un Oui, chantage c'était sa psychique. rente. Ouais, c'est ça. Que la reine, justement, versait parce qu'elle étudiait le piano. Et de ce fait-là, en retrouvant la vue, eh bien, elle n'allait plus avoir ce statut d'invalide et risquait de perdre sa pension. Donc ça aussi, c'était un chantage qu'il y avait derrière, évidemment. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette période, Mesmer est entré apparemment dans une forme de dépression. Il a dû rentrer chez lui en Allemagne, sur l'île de Maino notamment. Et donc, c'est cette Au île qui milieu était à du lac l'époque de vraiment une Constance, forêt. voilà. Ouais.
Et donc, il explique en fait qu'il est vraiment rentré, on suppose, dans des formes de transe lui-même, où il s'est connecté à son corps, à ses sensations, et où il a pu vraiment ressentir ce qu'il a appelé par la suite le sixième sens. Et donc le sixième sens, c'est en fait le sens intérieur. C'est un sens supplémentaire qui nous permettrait d'être en reliance avec quelque chose de plus grand, avec des informations de l'univers finalement, aussi bien le passé, le présent, le futur. Et c'est ce sixième sens, c'est ce concept qui va naître en lui après cet épisode lié à Maria Teresa Paradis. et qui va lui permettre d'élaborer l'ensemble de sa méthode. C'est ça. Et de ce fait-là, eh bien, il va décider de tout quitter, c'est-à-dire qu'il va quitter Vienne, sa femme, il va partir à Paris pour la deuxième partie de son histoire. Là, je te laisse Lancelot La enchaîner. deuxième partie de son histoire, donc, continue et commence à Paris, où il va se retrouver très rapidement dans des cercles de personnes passionnées par ces choses-là. Donc, voilà, parce qu'il est quand même dans on va dire qu'il a des connaissances avec un certain nombre de gens qui sont branchés sur l'ésotérisme d'une manière générale à Paris. Donc, ça va lui permettre d'avoir des supports pour pouvoir continuer sa pratique. Et d'un autre côté, il va être introduit, alors je ne sais plus exactement par quel biais, à la cour du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette est passionnée par ces choses-là, passionnée par les recherches ésotériques, et surtout, elle adore être hypnotisée par Mesmer. Voilà. Elle adore recevoir les soins de Mesmer, les suivantes de Marie-Antoinette également, et du coup, il est fourré en permanence à la cour de Marie-Antoinette. Alors, on présuppose peut-être au petit Trianon. On suppose peut-être qu'il allait donner des soins à Marie-Antoinette dans son lieu rien qu'à elle, parce qu'à un moment donné, elle voulait vraiment celle qui a séparé aussi la vie publique de l'étiquette de la vie privée. C'est la première reine à avoir fait ça. Et donc, elle a fait construire le petit Trianon où c'était son appartement à elle. Et là, elle pouvait rencontrer les amis qu'elle souhaitait, les dames de compagnie qu'elle souhaitait, et peut-être, très certainement, Mesmer qui l'a peut-être rencontrée, parce qu'en tout cas, elle appréciait beaucoup son travail et c'est vraiment elle qui l'a un peu supplié de rester à Paris quand les choses commençaient à se gâter pour lui. C'est vrai que la reine, il faut savoir qu'elle était donc dans un milieu français, mais elle-même, elle était allemande. Elle parlait la même langue que François-Antoine Mesmer. Donc, évidemment, ça les a rapprochés naturellement, quoi. Et par rapport à l'ésotérisme et les aimants, etc., c'est quand même important de rappeler qu'on est au siècle des Lumières, qu'à l'époque, on s'intéresse à la science et on s'intéresse à l'ésotérisme sans faire vraiment De distinction, nécessairement de de séparation. distinction. On s'intéresse à tout à l'époque, hein, donc c'est aussi important de remettre ça dans le contexte. Et effectivement, comme l'a dit Manon, les aimants à l'époque, c'était aussi un peu révolutionnaire, hein. C'était la science complètement reconnue comme étant rationnelle à l'époque. Et donc, on a continué à soigner avec des aimants, notamment Charcot, continué à soigner avec des aimants, hein. Donc, c'est quelque chose qui a perduré aussi dans le temps. Et donc là aussi, il va avoir beaucoup de succès, il va avoir beaucoup de patients, il va faire quand même de l'ombre à pas mal de médecins. Je pense aussi qu'il répond à des manquements de la médecine à cette époque-là. Et donc, ces affections pour Marie-Antoinette, ça va pas que lui porter du bien, ça va aussi lui porter préjudice. De façon, je dirais, indirecte. Marie-Antoinette ne va jamais lui faire de tort, mais on va lancer une commission, hein. Louis XVI n'aime pas trop parce Hmm. qu'il a quand même une réputation assez sulfureuse. Oui, en fait, ce s'est fait en deux temps. Donc, il y a eu en effet donc, ce succès à Paris où il a rencontré la reine, où il a commencé à établir des cliniques, notamment près de la place Vendôme, aussi à Créteil. Donc, il a eu vraiment une notoriété. C'est là qu'il a créé ce fameux baquet, qui est une cuve en bois qui pouvait rassembler plusieurs patients tout autour, pour faire des séances collectives. Et donc, il a travaillé avec Charles Dellon. Donc, c'est par ce biais-là aussi qu'il a dû sans doute être introduit à la cour, parce que c'était le médecin royal d'un des frères du roi. Donc, c'est par ce biais-là. Et donc, il faut savoir que, il y a eu des premières études qui ont été menées avant la commission de 1784
voilà, qui n'allait pas dans ce sens tout à fait. Et donc, il a voulu partir à un moment donné, Mesmer, et c'est là où Marie-Antoinette est intervenue avec sa lettre lui demandant de rester, en lui offrant une pension à vie pour pouvoir pratiquer en France. Et là, Mesmer a répondu très diplomatiquement dans une lettre, Madame, la vérité ne s'achète pas. Et donc, c'est pour ça qu'il a quitté la France et qu'il est parti à Spa. Et donc, il s'est établi à Spa, donc la ville des eaux qui se trouve actuellement en Belgique. Et là, il avait le projet de faire aussi une clinique magnétique et de peut-être, tout doucement, ouvrir une école. Donc, ce projet germait en lui. Et il se fait qu'entre-temps, ben, son ami Charles Delon et collègue, qui était lui resté à Paris, eh bien, était en train d'ouvrir une école. Et donc ça, c'est arrivé aux oreilles de Mesmer, qui s'est dit, non, il n'a pas tous les éléments en main, il ne peut pas ouvrir cette école à Paris alors que moi, je suis partie. Et donc c'est pour ça qu'il décide de revenir en France. Et de nouveau, ça va être une tournure de destin finalement, parce que il va ouvrir son école en 1783. Donc, plus du tout avec Charles Delon, mais avec deux autres personnes, Bergasse notamment, qui était un avocat et qui a d'ailleurs repris beaucoup les idées du mesmérisme après dans ses interventions dans la Révolution française. C'est pour ça qu'on dit que parfois on peut voir des liens entre l'évolution du mesmérisme et la montée de la Révolution. Donc, il y a eu vraiment plein de facteurs qui ont influencé. Et il a donc ouvert cette école en plein centre de Paris. Et c'est par ce fait-là qu'il a commencé à avoir des élèves. Donc il a réuni un certain nombre de personnes. Il a dispensé des cours et notamment Ségur qui a été un de ses élèves. Et donc ce qui s'est passé, ben, c'est que tout ça est de nouveau arrivé aux oreilles du roi Louis XVI. Et Louis XVI, on sait qu'il avait un petit peu peur de tout ce qui était charlatanisme et donc qui combattait contre ça. Et il avait déjà laissé faire Mesmer à l'époque et là, il voit qu'il revient et qu'il prend encore plus de place puisqu'il ouvre cette école, qui commence à former des personnes qui ne sont pas médecins. Et donc, ça part de là aussi. Et donc, il s'est dit, ben, on va monter une nouvelle commission pour analyser cette méthode du magnétisme animal. Et donc, il réunit cette commission avec des noms connus de l'époque, hein. Donc, il y avait Benjamin Franklin, Lavoisier, Bailly, Guillotin. connu, voilà, c'est ça. Et donc, ils vont se réunir, sauf que Mesmer refuse en réalité cette commission et va jamais être présent aux expériences, aux tests qu'ils vont faire. Et tous ces commissaires, en fait, en réalité, se rendent chez Charles Delon, donc cette personne avec qui il avait rompu le contact, puisqu'il ressentait un peu une forme de trahison finalement. Et c'est Charles Delon qui va participer à toutes les expériences de magnétisme qu'on connaît et qui sont rapportées dans ces rapports de commission et qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. Je te laisse continuer. Oui, et bon, alors évidemment, c'est un peu, les dés sont un peu pipés parce que on dit que c'est Mesmer qui s'est fait jeter par l'académie, alors qu'en réalité, ils ont fait les expériences avec quelqu'un d'autre qui était un de ses élèves qui n'avait pas fini ses cours et qui ne savait pas pratiquer comme Mesmer savait pratiquer. Donc, de ce fait, on pourrait dire que les tests sont un peu pipés. D'ailleurs, il y a certaines personnes de la commission qui, par la suite, ont reconnu qu'en fin de compte, il y avait eu des choses qui avaient fonctionné avant et que quelque part, bien évidemment, les scientifiques voulaient absolument pas reconnaître, puisque de toute façon, il fallait d'une manière ou d'une autre, on pourrait dire sur ordre du roi, mettre Mesmer par terre. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé pour François-Antoine Mesmer, parce qu'effectivement, il est rentré à Vienne, mais comme l'année suivante, 1789, on leur a tous coupé la tête, ça lui a sauvé la vie. Mhm. C'est vrai. Donc voilà, les choses ont fait que ben, il a été sauvé par le fait de ces événements et de cette révolution qui est arrivée. Et donc c'est vrai que cette révolution marque en fait un peu la fin du mesmérisme en France, dans le sens ben, que son école va devoir fermer. Alors entre-temps, il a pu heureusement ouvrir des succursales un petit peu partout. Donc à Toulouse, à Lyon, enfin ça a même été jusqu'au début de l'Italie et à Malte aussi. Enfin ça s'est vraiment répandu, ça a rayonné. C'est grâce à ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont été formées à cette époque-là au mesmérisme et qui ont pu récupérer tous ces enseignements et puis
réouvrir par après d'autres écoles après la Révolution. Donc en fait, il a juste eu assez le temps pour pouvoir transmettre ce qui était S'aimer, on nécessaire. pourrait dire. Mhm, c'est ça. Et puis en rentrant en Allemagne, eh bien, il s'est mis à écrire vraiment très en profondeur son histoire et sa pratique dans un livre assez extraordinaire qui est un pavé très épais, qui s'appelle Mesmerismus. Et ce livre-là a une destinée quand même étonnante, puisque pendant du XVIIIe au XXIe siècle, il n'a jamais été traduit en français. C'est un pavé en allemand. Et il y a 3 semaines, Ouais, ouais, 2 mois, allez. allez, 2 mois, il est sorti en français. Alors nous, on est heureux comme tout et on défriche ce livre évidemment de A à Z parce qu'en français, évidemment, ça facilite. Alors on avait déjà le projet, depuis qu'on s'est rencontré avec Manon, de prendre des chapitres en allemand et de tenter de les traduire parce que malgré la difficulté de compréhension comme on pratique, on comprenait ce qu'il voulait dire d'une certaine manière. Mais alors là, maintenant que c'est en français, c'est béni des dieux, quoi. Il s'appelle Mesmérisme. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu le livre clé qui permet de comprendre ben, tous les autres parce qu'il est beaucoup plus complet, il va beaucoup plus loin dans sa description de ces concepts qui évidemment ben, décrits en allemand pour lui étaient sans doute plus faciles et donc retraduit, eh bien ça donne une compréhension hyper large, hyper claire, en tout cas pour nous qui avons en plus fait les liens avec la vision psychomotrice. Et là, je veux dire, c'est même incroyable, je veux dire, de certaines formulations, de certains mécanismes qu'il explique on se dit, OK, là, on est vraiment dans quelque chose qui est juste par rapport à cette pratique. Oui, alors c'est assez fou parce que depuis 2, 3 ans, donc, on transmet, donc nous, nos formations s'appellent des transmissions, hein, c'est à la fois un jeu de mots et en même temps une réalité de transmission. Et dans les explications et dans la pratique, on retrouve complètement finalement ce que Mesmer explique dans son Mesmerismus. Donc on est plutôt très heureux et puis surtout, ça nous permet de le comprendre en profondeur et de démontrer finalement que ce que explicite si bien Mesmer dans son Mesmerismus, eh bien, c'est une réalité opérative qu'on peut démontrer. Alors pour ceux qui ne seraient pas habitués à cette thématique, bon, qui ont entendu parler de Mesmer comme ça, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer le fluide universel, expliquer le baquet, comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme idée pour Mesmer derrière tout ça? Qu'on comprenne un peu la pensée, je dirais, de Mesmer. Bien sûr. Manon, je te laisse la parole. Donc, pour expliquer vraiment de manière accessible, on va dire que tout part du mouvement. Donc, c'est ce que Mesmer, il explique, et c'est de là que part sa pensée et le fait de développer sa méthode. Donc, il dit que dans tout l'univers, tout est mouvement, notamment de rotation, de flux, de champs magnétiques, que les planètes sont en constante interaction entre elles, qu'elles se forment, que ça démarre en fait de la liquidité ou de la fluidité et que ça évolue vers la solidité. Donc en fait, il crée tout un système naturel où c'est une observation fine des fonctionnements de la nature et de ses lois pour après définir qu'est-ce que le magnétisme. Et donc, en partant de là, eh bien, il dit que tout autour de nous, dans la nature, dans l'univers, on baigne constamment dans des flux. Alors, des flux qui ont différents degrés de subtilité. Donc, ce qui est très intéressant et important à savoir, c'est que, en effet, cette notion de flux, elle revient maintenant dans l'approche psychomotrice. On parle de flux sensoriel. Et donc, un flux sensoriel, eh bien, c'est un élément extérieur à l'humain. C'est toujours un élément extérieur à l'humain qui va être émise par une source émettrice, quelle qu'elle soit, et qui va être captée par un récepteur qui se trouve dans le corps humain. Et donc, nous avons plusieurs capteurs. Ce sont nos 5 sens. Il y a un sixième sens, mais là, c'est purement pour l'approche psychomotrice qui est maintenant définie étant le système vestibulaire et donc qui reçoit les impressions de la gravité. Et donc, il y a ce fameux sixième sens pour Mesmer qui est en fait ce sens intérieur qui a la capacité
de recevoir les impressions du flux subtil. Et donc, pour lui, il explique que ce fluide ou ce flux, parce qu'il explique que dans le mesmérisme, en fait, finalement, on pourrait le nommer aussi bien fluide que flux, hein, c'est un petit peu des synonymes, eh bien, il est reçu par l'essence, il s'imprègne sur l'essence des bénéficiaires par leur système nerveux. Et donc, il dit que ce fluide, en fait, glisse sur le système nerveux pour venir directement s'incorporer dans la fibre musculaire et agir sur la fonction tonique, donc sur le tonus sur les muscles. Et lui, il part du principe que la maladie, au sens large, donc quand il parle de maladie, aujourd'hui, nous, on sait que c'est des déséquilibres d'ordre psychosomatique et parfois des désagréments fonctionnels, mais qui ne sont pas liés évidemment à des bactéries ou à des sources qu'on connaît de la médecine aujourd'hui, hein. Donc lui, il est vraiment dans cette médecine psychosomatique. Et donc, il dit que s'il y a un déséquilibre au niveau de la fibre musculaire, eh bien, cela génère un tas de déséquilibres au niveau des autres systèmes du corps, des autres organes, et aussi finalement à la partie morale de l'individu. Donc, à l'époque, il parlait de partie physique et de partie morale. Morale pour le psychisme et physique pour le corps. Et donc, sa théorie va en fait s'élaborer autour de tous ces éléments-là. Et donc, pour lui, le magnétisme, c'est le fait qu'il y ait un magnétiseur qui vienne se charger, se recharger avec ce flux, ce fluide, cette énergie vitale, parce qu'on va retrouver aussi dans différentes traditions des noms différents pour cette énergie vitale. Ça peut être magnétisme, ça peut être ki, ça peut être chi. Et finalement, c'est cette énergie-là Voilà. hyper, hyper subtile. Mm. Et donc, le magnétiseur va faire comme une recharge pour s'alimenter. À l'époque, il utilisait le terme s'enflammer parce qu'il rapprochait aussi le terme de magnétisme à feu invisible parce que ça génère des sensations souvent de chaleur et puis d'autres sensations, mais il y avait quelque chose de l'ordre du feu. Donc l'énergie, le feu, pour lui, c'est quelque chose qui se rapprochait. Et donc, grâce à cette canalisation de magnétisme de fluide de flux, ça lui permet de faire des transferts d'énergie sur les bénéficiaires. Donc, lui est un canal qui transmet et qui permet aux bénéficiaires d'être imprimés. On va utiliser le terme de l'époque, et en fait, c'est le terme que nous, on utilise aussi parce que, je veux dire, comme par hasard, en psychomotricité, on parle d'impression-expression. Et donc, c'est tout à fait le même mécanisme. Nos sens, nos terminaisons nerveuses s'impriment d'un flux extérieur qui va être reçu de façon variable en fonction des individus et en fonction des besoins des individus. Donc ça, c'est très important et c'est aussi certainement pour ça qu'ils n'ont pas su mesurer quelque chose de très euh, cadré dans ces commissions, c'est parce que c'est totalement variable, c'est pas mesurable. Et encore à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment mesurer les flux C'est comme sensoriels. si on voulait mesurer la puissance d'un sentiment ou la puissance de l'amour. Ça ne se Mm. mesure pas. Mais pourtant, ça a une action extraordinaire sur le système nerveux central. Et petite anecdote quand même par rapport à ces tests, c'est quand même avec les tests qu'on a fait sur Mesmer qu'est née la méthode du double aveugle. Ça, c'est peut-être une petite anecdote Ouais, amusante à rappeler. c'est Ben ça. oui, parce ils ont voulu faire effectivement des expériences en double aveugle. Et donc, finalement, c'est plutôt intéressant de savoir que la science a avancé comme ça. Sauf que dans le cadre de ce qu'ils voulaient mesurer, ça ne pouvait pas se mesurer de cette manière-là. Mais néanmoins, la méthode est née et elle a servi dans tout un tas d'autres cadres où, par contre, elle est complètement, où les choses sont effectivement mesurables. Oui, et aussi le concept de placebo, hein, donc ça a eu ça de bon, en tout cas. Ah, Mm. mais absolument. De toute façon, Mesmer n'a eu que du bon, malgré, même si la commission a voulu démolir. Parce qu'il y a quand même tous des grands qui ont suivi derrière, des gens qui étaient nobles, qui avaient des moyens et qui étaient des gens particulièrement fortunés et intelligents et qui ont continué de travailler sur les domaines de domaine. Moi, par exemple, en 1900, on a un monsieur assez extraordinaire qui est quand même directeur de l'école polytechnique, bon, pas le dernier des imbéciles, hein, et qui s'appelle donc le colonel de Rocha, et qui va continuer le travail sur les énergies et la manière dont les énergies agissent
sur ce qu'on appelle avec Charles Lancelin l'extériorisation de la sensibilité. Donc sur des phénomènes qui sont totalement du domaine subtil, où ils ont fait des expériences pendant des années. Donc il y a des gens quand même dits scientifiques, il faut dire qu'un directeur polytechnique, c'est quand même quelqu'un de scientifique, et qui a repris un petit peu la manière dont l'influx magnétique dont parlait Mesmer n'était pas finalement si stupide que ça et que ça produisait tout un ensemble d'effets qui étaient objectivables. Bon, le comte de Puységur, lui, ben, finalement, il a travaillé, il a généré ce qu'on appelle le somnambulisme, qu'on appelle aujourd'hui l'état le plus profond de l'hypnose. On a aussi un mec absolument extraordinaire en Inde qui s'appelle donc l'effet. Alors, l'effet comment? Esdale, c'est ça que L'effet tu... Esdale, donc le docteur Esdale, donc qui va faire donc des opérations chirurgicales, j'allais dire à main nue, en tout cas sans anesthésiant, et qui travaille uniquement par le fluide et par le travail de François-Antoine Mesmer. Donc il n'était pas du tout hypnotiseur. Alors aujourd'hui, on considère que l'effet Esdale, c'est en fait un phénomène de nature hypnotique au sens de l'hypnose traditionnelle, alors que c'était produit purement par le travail de François-Antoine Mesmer et du mesmérisme. Donc tout ça, ça se recoupe et à un moment donné, on finira par voir les évidences, quoi. Et en fait, ce Pardon, qui nous est... t'avons interrompu avec cette parenthèse, alors on te laisse reprendre. Non, pas de souci. Mais du coup, oui, c'est vrai que pour faire le parallèle, c'est que souvent, donc, en effet, ça a découlé sur la compréhension de l'effet placebo et ces mécanismes-là. Mais à force de relecture et de compréhension et d'expérience, moi, je tends à dire que le mesmérisme est plus un processus somatopsychique et non psychosomatique. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment du corps, du précoce de l'archaïque, parce que la voix archaïque, en fait, c'est comment le nourrisson, lui, perçoit avec son système nerveux qui n'est pas maturé comme celui de l'adulte, tous ces fameux flux sensoriels qui va réguler, en fait, son tonus et qui, par la suite, va pouvoir construire son psychisme. Et donc, en regardant le développement de l'enfant, eh bien, on voit que le psychisme va naître du corps, va naître de cet archaïque. Et en allant voir plus loin, en fait, on remarque que le magnétisme permet ça. Travailler avec les transferts d'énergie permet de reconnecter à la sensorialité et au corps archaïque que l'adulte a perdu, alors qui est toujours là parce qu'il travaille en arrière-fond. Il y a encore des résidus, des réflexes archaïques et de toute cette approche tonique qui est là, puisque en fait notre tonus réagit aux émotions de façon totalement instantanée, hein. Donc la tension musculaire, la détente musculaire va être en lien avec nos émotions. Et donc, par cette observation-là, de se dire que finalement, naturellement, de nouveau, la nature est faite comme ça et le corps archaïque permet de développer et de construire l'identité, le moi. Pourquoi finalement le mesmérisme n'est pas aussi et surtout cette médiation corporelle qui va favoriser ce processus. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, on n'avait pas toutes ces données et donc on avait le corps, l'imagination, l'effet placebo, la croyance et ça tournait un petit peu autour de tout ça. Et donc ces mécanismes-là existent. Mais du coup, on a toute cette partie corporelle, archaïque, qui a été un petit peu occultée et qui n'avait pas été aussi assez développée. Et maintenant, grâce aux nouveaux travaux ben, qu'on étudie, on remarque vraiment ben, qu'il y a une action à ce niveau-là grâce au fluide magnétique qu'on peut totalement considérer comme un flux sensoriel ben, très subtil, hein, évidemment. Ça va pas être la même chose qu'une lumière qu'on va regarder ou un son qu'on va entendre, qui sont aussi des flux sensoriels. On est vraiment dans quelque chose de bien plus subtil et de pas vraiment mesurable à l'heure actuelle, mais qui va générer des impressions sur les capteurs. Et de ce qu'on remarque, c'est que une manifestation est toujours liée à une source. Donc, c'est-à-dire que il y a la source active et le bénéficiaire du capteur qui est active ensemble. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a une possibilité aussi que la source soit active, mais que le bénéficiaire ne la sente pas. Donc, on a sur du actif-passif, c'est possible aussi. Mais par contre, du passif-actif, donc dire qu'il n'y aurait rien et une activité de l'autre côté, ce n'est pas encore établi dans les flux sensoriels. Donc ça, c'est très intéressant de dire que finalement, il y a toujours quelque chose, en tout cas,
une impression qui est reçue sur les nerfs et qui génère un phénomène. Et donc, en partant de là, eh bien, on va en fait travailler par l'hypnomagnétisme et le mesmérisme avec le corps archaïque des bénéficiaires. Et donc, au lieu de rester un petit peu dans les sphères de la pensée, on va redescendre dans l'archaïque, là où justement on n'a pas accès à la pensée, pour que ce soit la On n'est plus dans le sensorialité. mental, on est C'est ça. derrière le mental, donc on n'est plus dans les Mm. résistances de l'hypnose classique, quoi. Voilà. Et donc là, c'est vrai c'est vraiment, on va dire, une approche par un autre canal, par cette voix corporelle qui va faire ce travail-là. Et donc, c'est ramener à des sous-couches, on peut voir ça comme des sous-couches, qui vont vraiment pouvoir recevoir ce qu'on propose. Donc, d'une part, ben, les flux, le magnétisme, mais aussi les propositions corporelles du magnétiseur qui, par sa présence, fait un travail très important. Et donc, tous ces éléments-là qui vont entrer en jeu, en fait, on construit la pratique de Mesmer, qu'il expliquait à l'époque, hein. Il avait très, très bien compris que le magnétisme agissait sur la fonction tonique et que c'est la fonction tonique qui régulait le système nerveux, les organes et qui pouvait générer ou non certaines maladies. Donc, tout ça, c'est très clair. Et donc, sa méthode, finalement, il disait, ça se résume à agir sur la fonction tonique. Et une fois que vous agissez sur la fonction tonique, eh bien, toute une série d'éléments se mettent en jeu pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. Et une fois que cette harmonie est retrouvée, eh bien, la personne est libérée de son mal, voilà, de ses symptômes, etc. Et donc, lui, il a fort insisté à l'époque sur la notion de crise. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu changé le terme parce que c'est pas très bien compris. Crise, on l'a appelé libération. Et donc, cette libération, on va dire que c'est un petit peu l'apogée de la méthode. C'est-à-dire que il amenait les personnes à vivre des expériences de magnétisme, qui, il explique très bien, amenait ce sommeil magnétique, qui est donc un état modifié de conscience, un état de transe, et que ça pouvait aller jusqu'au somnambulisme magnétique, et qu'il y avait une série d'actions sur la fibre musculaire qui allait se mettre en route. Et donc, lui, dans son idée, c'était d'activer ça plus fortement qu'en temps normal. C'est ce qui générait ces fameuses convulsions pour que la fibre libère dans un moment donné ce qu'il y avait à libérer. Mais encore une fois, il dit c'est variable en fonction des personnes. Donc il y a des personnes qui vont ressentir de la chaleur, des légers tremblements, et d'autres qui vont vraiment avoir de grosses convulsions. Et donc il dit ça va dépendre de ce qu'il y a à libérer finalement. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des profils sensoriels et toniques, des palettes psychomotrices, des palettes d'expressivité, et que chacun va pouvoir exprimer cette libération de la manière qui est juste pour la personne. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et quelque chose qui est fortement en lien avec la fibre musculaire. Donc c'est ça qui fait un petit peu la spécificité du mesmérisme. Et ça nécessite forcément un ajustement tonique, un ajustement psychosomatique avec les personnes qu'on a en face, c'est-à-dire que le magnétiseur, l'hypnomagnétiseur, doit finalement avoir une présence et une stabilité émotionnelle, affective et énergétique qui lui permet justement de pouvoir s'adapter à la palette psychomotrice de la personne qu'il a en face pour lui permettre de se sentir dans un espace sécurisé et de sécurité dans lequel il va pouvoir exprimer ses problématiques qui vont se libérer dans la partie archaïque dans laquelle il va se retrouver en transe. Alors concrètement, comment il s'y prenait? Donc on a déjà évoqué le baquet. Comment est-ce qu'il s'y prenait pour soigner les personnes? Donc concrètement. Alors concrètement, alors dans ces livres, il faut savoir qu'ils donnent peu de détails de protocole ou de structure. On sent quand même qu'il avait une méthode qui était fort intuitive, et donc ça transparaît fortement. Et donc de ce que nous on a pu comprendre de sa façon dont il travaillait. Et donc c'est quand il recevait les personnes de façon individuel. Donc lui, il partait du principe que s'il y a une maladie, c'est qu'il y a un blocage de fluide quelque part dans le corps ou à plusieurs endroits.
et que ça bloquait justement le système nerveux, le système musculaire, etc. Et donc, il dit clairement dans son dernier livre que donc il fait bien cette recharge de magnétisme pour être lui-même canal et qu'après il va faire un scan. Donc, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses mains qui sont en réalité le prolongement, un petit peu comme des antennes de détection de ce fluide pour observer où se situe, lui disait, le siège du mal, mais donc c'est où se situent les blocages de fluide. Et donc, la plupart du temps, il va travailler sur les organes, donc les organes digestifs, mais aussi les reins, la vessie, l'utérus, les ovaires, enfin voilà, tous les systèmes du corps pour essayer de repérer où se situent les blocages énergétiques. Et donc, il dit aussi que la cause n'est pas forcément là où il y a les symptômes. Et donc, il dit que le magnétisme peut aller détecter justement la cause la plus juste, où est le blocage de base. Et Oui, on donc, n'est pas dans une médecine de symptômes. On va mhm, prendre en compte les symptômes, mais on est dans une médecine de cause. c'est ça, ouais, causal. Ouais. Et de ce fait-là, eh bien, il a repéré en fait des points aussi spécifiques sur le corps humain qu'on peut appeler, enfin qu'à l'époque il appelait polarité, mais maintenant on peut appeler ça des points énergétiques ou des zones facilement magnétisables. Et donc il a repéré ces zones à plusieurs endroits, notamment au niveau du front, des épaules, du plexus solaire. Ça correspond aussi à nos chakras actuels, que à l'époque il n'avait pas encore ces données-là, parce que là on est plus dans la médecine indienne, mais on voit un petit peu que tout se recoupe dans les médecines énergétiques. Et donc, en repérant ces points-là, il faisait ce qu'il appelait des passes magnétiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait des grands balayages toujours du haut en bas. Donc, ça, il dit, c'est important de partir de la tête vers les pieds. Et il variait en fait le rythme, la vitesse en fonction des effets qu'il voulait obtenir. Et c'est en fait notamment en faisant ces fameuses passes magnétiques que les personnes entraient en sommeil magnétique et puis en somnambulisme. Et c'est de là qu'il a observé que finalement sa méthode générait ces phénomènes d'hypnose. Et donc il utilisait ces méthodes-là et donc il disait que finalement la transe, le sommeil magnétique, était aussi salvateur en lui-même parce qu'il appelait le sommeil critique. Ça, c'est un autre nom qu'on utilise moins, mais en fait, c'est la même chose que le sommeil magnétique. Et donc, le sommeil critique, c'est qu'il est déjà générateur de crise, donc de sa libération, et donc qui la permet. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que le fait d'être dans cet état modifié de conscience agit déjà sur un tas de facteurs qui sont curatifs pour lui. Et un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que le sommeil critique se transforme en véritable crise et que la libération puisse se faire et puis qu'elle se termine d'elle-même. Parce que ça dit, c'est important. Quand la crise est terminée, elle va se terminer d'elle-même, elle va s'apaiser. Et donc, on ne laisse jamais un patient, en fait, sortir de son hypnose alors que la libération n'est pas terminée. Donc ça, c'est un facteur important et on parlait de sécurité là tout de suite avec Lancelot, parce qu'on pourrait dire accéder à la détente, c'est simplement l'hypotonie. Oui et non. En fait, accéder à la véritable détente, c'est une hypotonie, mais en sécurité. Parce que s'il n'y a pas ce facteur de sécurité, on ne peut pas dire que la personne est en détente. Et donc, ça, c'est important parce qu'on peut se fier au tonus musculaire, mais on doit avoir le contexte autour et l'environnement et tout ce qui est propice à cette sécurité. Et c'est notamment le rôle du praticien d'amener cette sécurité. Et donc, Mesmer disait, la crise doit se faire, mais elle ne doit pas prendre le dessus sur la sécurité. Elle ne doit pas donner d'insécurité. Donc, cet idéal qui est un moment de détente avant, qui est la crise qui s'opère, et puis qui est nouveau un moment de détente après. Et ça, c'est une globalité de l'accompagnement. Donc ça, c'est important de le signifier. Ça Et en rappelle fait, dans évidemment cette... la théorie polyvagale qui Oui, ben, dit, complètement. voilà, il y a deux hypotonies, hein, il y a le dorsal, il y a le vague dorsal, il y a le vague ventral. La sécurité, on retrouve la fenêtre de tolérance, hein, quand Mesmer dit ça ne doit pas prendre le dessus, Mhm. bien effectivement, on retrouve la fenêtre de tolérance. Hein, on trouve déjà beaucoup de richesses
de choses qu'on redécouvre Oui, ou on c'est redécouvre assez parfois fabuleux parce que ça simplement se en recoupe refaisant complètement le monde, hein. avec ses observations à lui par rapport aux connaissances qu'il avait à l'époque. Quand on se recoupe avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on se dit, bah oui, il avait observé tout ça, quoi. Voilà. Tout à Et fait. il l'exprimait avec ses mots. Et en réalité, dans notre pratique, ben, on constate effectivement tous ces mécanismes-là qui sont en jeu. Et alors, une des pratiques, effectivement, en dehors des passes magnétiques et du transfert d'énergie qui se fait par les mains, il y a également le regard. Alors, autrefois, le regard chez les hypnotiseurs, c'était presque une image d'Épinal, regardez-moi dans les yeux. Mais en fait, Mesmer regardait dans les yeux parce qu'à travers le regard, il agit directement dans l'hypothalamus par ce qu'on appelle la fascination, telle à la Faria, à la méthode de l'abbé Faria, Monte Cristo, bien célèbre dans le film. Voilà, donc en fait, la fascination permet de percuter directement les récepteurs internes et donc de pouvoir agir en profondeur en sidérant le système nerveux et donc à partir de là en facilitant la libération des traumas. Mhm. Alors, si Mesmer vivait aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez qu'il serait perçu? Est-ce que ce serait En un tout cas, j'irai pionnier bien l'embrasser. euh, des thérapies alternatives ou est-ce que il serait perçu comme un marginal dans la communauté scientifique, à Tout votre dépend avis? comment il serait par quel enfin j'allais dire par quel biais, par quelle entrée il serait rentré. Tu vois, c'est comme Alfonso Caicedo en 1960 quand il arrivait avec sa sophrologie pour essayer de faire passer l'hypnose dans le monde médical, ça a été très compliqué en Europe, hein. Bon ben voilà. Et puis finalement Erickson des États-Unis, lui, il est arrivé à faire rentrer l'hypnose dans le monde médical d'une manière différente. Et finalement aujourd'hui, ben la sophrologie et l'hypnose sont sœurs l'une de l'autre et on se constate bien que c'est les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Donc voilà, comment Mesmer serait rentré dans le monde médical aujourd'hui, on ne sait pas. Ben, moi, je me demande s'il ne serait pas devenu psychomotricien. Oui, voilà. Ça aurait été en tout cas en Parce que toute je cohérence me par dis, rapport à sa méthode. en ligne directe, allez, c'est ce qui est très très proche de tout ce qu'il décrit. C'est vraiment somatopsychique à part entière, sa pratique. Ce que tu Donc, disais tout à l'heure avec les fils musculaires et ouais. libérés et tout, ça fait aussi penser à la somatic experiencing Oui, après, il y a d'expérience plein de de Peter méthodes Levine. Oui, ouais, dérivées comme la thérapie sensorimotrice. Enfin, tous les travaux d'André Bullinger maintenant qui sont hyper explicites et qui rejoignent ce que Mesmer disait à l'époque dans son langage aussi, avec évidemment toute la recherche actuelle qui a permis de développer plus toute cette compréhension-là. Mais et c'est c'est... vrai qu'on constate avec les recherches qui sont faites dans le monde de l'hypnose que maintenant on constate d'une manière effective que la transe hypnotique, donc les mécanismes qui permettent à la personne, une fois en transe, de résoudre ses problématiques, bah, c'est lié au fait que la transe agit d'une manière multifactorielle dans l'ensemble du corps. Et il y a plein d'études qui sont faites qui démontrent que bah, un état hypnotique génère plein de possibilités de solutions, sans parler de l'analgésie, de l'anesthésie. Donc, en fin de compte, tout ça se recoupe, quoi, et ça devrait se rencontrer finalement. Hmm. Oui, déjà en URSS, donc du temps de l'URSS, on parlait de l'hypnose sèche, hein. Le thérapeute mettait le patient en hypnose, enfin l'aidait à entrer en hypnose. Le patient partait avec une intention et puis le thérapeute, il allait faire du tricot, quoi. Pendant que le patient était en hypnose, il attendait La que ça transe se étant passe et auto-guérisseuse, ouais, on considérait que l'état lui-même était thérapeutique. c'est Alors, ça. pour terminer sur Mesmer et avant de parler de votre pratique, est-ce que vous avez chacun une anecdote à nous raconter sur Mesmer? Hmm. Mhm. Réfléchir un petit peu là. Alors bon, moi j'en ai une évidemment en rapport avec ma propre histoire, hein, quand j'étais enfant. Bon, quand il était enfant, bah, il a tenu très rapidement et on lui a mis dans les mains des baguettes pour chercher l'eau. Voilà. Et moi, depuis mon enfance, ben, je fais de la radiesthésie et je trouve l'eau avec mes mains à main nue, etc. Donc, tu vois, il y a des liens de cette nature-là. Euh, il a vécu comme ça tout un ensemble de choses qui sont tout à fait en correspondance avec les parallèles de mon propre cheminement. Et finalement, c'est logique. Quand on est dans le monde de l'énergie, bien finalement, la vie nous amène des vécus en correspondance. Oui, c'est vrai que c'est des synchronicités. Alors oui, j'ai une anecdote. Après, il y en a plein des synchronicités, mais pas toutes les dire ici. Mais une très flagrante, c'est quand j'ai fait ma première formation de magnétisme en France, parce que c'est vrai aller en Belgique en 2019, hein, il n'y avait pas grand-chose. Et puis c'était toujours séparé, c'était hypnose au magnétisme, il n'y avait pas rassemblé.
Et lors de ce stage à Lille, donc à la pause du midi, j'étais avec une amie, on va chercher à manger et on se trompe de chemin, enfin on se perd dans la ville. Et donc on arrive dans une rue et on voit sur une grille un panneau où il y a marqué Mozart. Et puis on va un peu plus loin, il y a une autre plaque de rue marquée Artois, comte d'Artois, donc le médecin qui a introduit Mesmer à Paris. Et puis au fond, il y a une place et il y a une sorte de manifestation, enfin il y a plein de gens et on est encore à mi-chemin. Et en fait, on voit un grand drapeau allemand qui se déploie au milieu de la place. Et alors on avance et le temps d'arriver, ben, il y avait plus. Enfin, je veux dire, on n'a plus jamais vu ce drapeau ni la personne. Et donc, c'était vraiment amusant parce que après moi, avec le recul, je me dis, ça fait trois choses en rapport avec Mesmer qui étaient Ah là ben, sur le chemin. Et finalement, bah, je pense que ça montre un petit peu la voie à suivre et peut-être à le réhabiliter. Et en tout cas, ben voilà, qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et... Oui, parce que tu parles de réhabilitation. Effectivement, il a quand même une mauvaise réputation. C'est-à-dire, ce qui est resté davantage de Mesmer, c'est son côté haut en couleur, et ça, c'est très, très bien, mais aussi dans le côté plutôt négatif. Or, Mhm. d'après ce que moi je sais, je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes informations, mais d'après ce que je sais, on n'a jamais pu établir, par exemple, qu'il couchait avec ses patientes, que c'était plutôt des jalousies qui ont créé ça. Alors effectivement, il y avait sans doute une atmosphère sensorielle et qui a pu être perçue comme sensuelle, puisque tu parles, hein, effectivement, il touchait les épaules, il touchait le front, à une époque où on ne touchait pas beaucoup les gens. Donc certainement qu'il y a eu des éléments qu'on a fort grossi, mais c'est finalement beaucoup ça dont on se souvient aujourd'hui quand on parle de Mhm. Mesmer. Alors en même temps, on le met comme un personnage clé qui a quand même apporté beaucoup par rapport à ce qui deviendra l'hypnose, dans la relation au patient. Et vous avez d'ailleurs soulevé ça, il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire qu'il est effectivement très centré par rapport au patient. Hein, donc il y a quand même à beaucoup de choses l'écoute, qu'on retrouve et qui ont été complètement. qui sont des éléments aujourd'hui de l'hypnose et de la thérapie en général. Mais je trouve que c'est bien que vous le réhabilitiez. C'est tout à votre honneur et c'est tout au sien aussi. Alors Et maintenant, parlons de votre juste 10 pratique à vous. secondes, une chose, par exemple, qui a imprégné quand même la mentalité européenne à l'époque de François-Antoine Mesmer, lorsqu'il est décédé, c'est que son nom de famille est devenu un verbe en anglais qui est to mesmerize, et to mesmerize, ça veut dire hypnotiser et magnétiser. D'où le fait que Éric Normandin, donc le Mesmer d'aujourd'hui, ait pris ce nom-là comme nom de scène. Donc, to mesmerize, quand même, pour qu'un nom de famille devienne un verbe dans la langue anglaise, ça veut dire l'impact qu'il a eu, quoi. Tout à fait. Alors vous, de cet héritage, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que bon, on n'est plus non plus au XVIIIe siècle, il y a des choses qui ont avancé, qui ont évolué, des nouvelles connaissances. Donc il y a cet héritage qui est une richesse. Comment est-ce que vous avez pris cet or-là et le mettre au goût du jour dans des conceptions d'aujourd'hui? Oui. Ah, Oui, notamment avec toute la relation corps-esprit dont vous avez déjà parlé, surtout Manon. Ouais. Ben, oui, donc en fait, notre volonté, c'était déjà de plus séparer. Donc de plus être dans cette séparation d'hypnose seule et de magnétisme seul, mais c'était une volonté de lier, de faire du lien. Et donc de pouvoir rassembler les deux dans le sens qu'en fait, c'est une et seule pratique qui après ont pris des chemins différents et séparément dans le sens que, comme on l'a expliqué, à l'époque de Mesmer, son hypnose était totalement corporelle et peu finalement centrée sur la parole. C'est plutôt Ségur qui a généré cette séparation, en tout cas cette première séparation. Il qui a est, été reprise ensuite par l'école de Nancy, hein, oui, en fait, il est parti, enfin, il a délaissé plutôt le somnambule expressif, si on pourrait l'appeler comme ça, pour aller vers le somnambule calme. Oui, Et plus donc, lui, passif, oui. voilà, plus passif. L'apparence, en tout cas, oui. Apparence, parce que, étant donné qu'il y a ces mécanismes et ce mouvement intérieur aussi, qui est bien sûr présent, mais qui se vit plus de l'intérieur, ben, puis Ségur est parti là-dessus, tandis que Mesmer, ben, ce mouvement, il le faisait aller vers l'extérieur.
Donc, c'est deux approches différentes. Et c'est un peu là qu'on sent cette séparation. Et en fait, nous, on s'est dit que finalement, tout est juste et tout a raison d'être en fonction du besoin du sujet. Parce qu'il y a ces palettes d'expressivité corporelle qui sont variables, et donc il y a des personnes qui ont besoin d'aller vers ce corporel, vers cet extérieur pour libérer quelque chose, tandis qu'il y en a d'autres qui ont peut-être plus besoin de laisser tout circuler à l'intérieur et de peut-être être plus dans cette passivité. Et donc, comme finalement, on s'est dit, mais pourquoi cloisonner comme tous des outils ou comme tous des morceaux pour répondre au mieux aux besoins des participants? Il faut pouvoir répondre à tout. Et finalement, et ça c'est quelque chose de spécifique à nos transmissions, il y a ce travail corporel qu'on invite à faire sur soi, que le praticien fait sur soi, évidemment à échelle de ce qu'on peut amener dans ces jours de cours-là. Donc évidemment, c'est très centré, hein, on n'a pas 3 ans de cours malheureusement à notre disposition, mais on met ça en place pour qu'ils puissent en fait se connaître et dire, OK, ma palette d'expressivité corporelle chez moi, elle est comme ça. Je suis plus dans ça ou dans ça. Mon tonus musculaire, il est plus là ou il est plus là. Et en me connaissant moi-même, je sais ce que je dois travailler pour pouvoir m'ajuster à la personne qui a devant moi. Parce que si je ne peux pas, si je suis mal à l'aise, par exemple, avec un tonus très haut et très actif et très expressif, comment je vais gérer ça? Il faut que je puisse faire d'abord ce travail sur moi, pour moi aussi élargir ma fenêtre de tolérance et être à l'aise et pouvoir donner la sécurité à ces personnes-là. Et donc ça, on trouve primordial de pouvoir élargir les palettes et de pouvoir offrir le plus de possibilités possibles. C'est pour ça qu'on parle aussi dans nos formations de dynamique plutôt yin ou plutôt yang, de plutôt directe ou de plutôt permissive. Et en fait, il n'y a pas de réponse juste, de réponse universelle à ça. Chaque personne va pouvoir entrer là où se situe son besoin. Et encore, ce n'est pas forcément son besoin mentalisé. La personne se dit, moi, j'ai peut-être besoin de quelque chose de très yin, de très doux, mais finalement, je réagis très bien à quelque chose de plus yang, de plus directif, parce que c'était le besoin archaïque qui a été écouté. Et donc, c'est vers ça qu'on tend, c'est pouvoir repérer le besoin archaïque de l'autre et proposer par la méthode du mesmérisme un travail d'accompagnement qui va pouvoir être le plus possible ajusté à la fenêtre de tolérance de la personne pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait dans toute thérapie, c'est élargir cette fenêtre de tolérance pour que le sujet puisse aussi aller élargir cette fenêtre et puis peut-être aller plus dans une libération et faire quelque chose de différent qui serait nouveau pour elle et qui serait un moment thérapeutique à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment pouvoir permettre tout ça par l'approche du magnétisme. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a ajouté à la pratique de Mesmer, en reprenant bien sûr la source d'aller scanner le corps énergétique de l'autre, d'aller détecter les blocages de fluide, d'aller travailler sur ses organes, sur ce tonus musculaire, pour réguler l'harmonie, mais dans un tout global où les notions connues aujourd'hui viennent s'imbriquer. Et pour ce faire, on commence en général le cours par le début du commencement, c'est-à-dire que si nous considérons qu'en tant qu'être humain, nous avons un corps physique, un corps psychique, on pourrait dire mental, psychologique, et un corps énergétique, bien dans le travail énergétique, il est important de développer le corps énergétique, d'apprendre aux personnes à ressentir qu'ils sont également énergie, qu'ils ont un corps d'énergie, et qu'avec la force de la pensée, ils vont pouvoir mouvoir cette force énergétique. Et donc, pour pouvoir avoir cela d'une manière ressentie de l'intérieur dans son corps, eh bien, il faut développer le moyen par lequel entre l'énergie dans le corps d'un être humain. Et ceci, ça s'appelle apprendre à respirer. Apprendre à respirer d'un point de vue à la fois abdominal, médian et en haut, ce qu'on appelle la respiration complète abdominale, qui permet justement de développer aux 3 niveaux de la respiration l'ensemble de ce qui va permettre de synchroniser et d'agir à la fois sur le système neurovagal principal et sur le système orthosympathique. En fait, ça permet de faciliter l'augmentation de l'équilibre entre l'orthosympathique et le parasympathique
pour qu'à partir de là, on ait la force suffisante pour pouvoir agiter le parasympathique et agir sur la transe. Comme en cohérence cardiaque, hein. Voilà, On c'est une retrouve ça. cohérence cardiaque démultipliée, la respiration complète abdominale, et qu'on pratique tout au cours de la magnétisation, pas simplement comme ça, une séquence, voilà, bon, allez, je prends mon... Non, non, c'est en permanence, on est centré dans sa respiration, et ça permet d'ailleurs de synchroniser naturellement la respiration de celui qu'on a en face, et à partir de là, s'établit un échange psychosomatique assez extraordinaire. C'est à vivre, hein. Qu'avez-vous envie de rajouter par rapport à vos pratiques? Peut-être tu peux donner un ou deux exemples de ce que ça t'a permis de résoudre, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un peu délicat à ce moment-là parce qu'il y a le secret professionnel auquel moi je suis soumise dans ma pratique de psychomote. Donc je peux parler plutôt au sens plus global ou plus large sur les champs d'action. Donc l'accompagnement en mesmérisme ou en hypnomagnétisme, ça a vraiment un champ d'action assez large tout en étant bien sûr attentif à ne jamais interrompre un traitement médical ou ne pas aller faire un diagnostic, évidemment. Ça, c'est toujours des éléments très importants qu'on rappelle aussi bien dans les transmissions et dans les consultations. Et donc, par rapport à ça, en fait, on va pouvoir aider, on va pouvoir accompagner et on va pouvoir apaiser. Et donc, par rapport aux différents symptomatiques, donc, on se situe sur un nombre de symptomatiques physiques, hein, donc tout ce qui peut être trouble des différents systèmes, notamment donc, des systèmes digestifs, des systèmes rénaux, du système endocrinien, voilà, les différents systèmes du corps, on peut venir aider, accompagner à réguler en plus, donc c'est toujours bien en complémentarité et jamais en remplacement d'un traitement médical, mais venir accompagner pour soulager certains symptômes et pouvoir débloquer du coup au niveau énergétique ce fameux blocage dont parle Mesmer et réguler avec le travail de la transe et de la libération de la crise mesmérique, ce travail sur le tonus. Parce que, évidemment, dans les travaux qu'on connaît maintenant, on sait que le tonus est quand même à la base de l'équilibre somatopsychique et donc, d'une part, qui régule justement ce système nerveux, ce système digestif, etc. Et que certaines pathologies pourraient prendre source dans un mauvais équilibre sensoritonique. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là. Et puis, il y a la partie des champs d'action plus émotionnels, plus psychologiques. On va aider les personnes à pouvoir retrouver ou en tout cas à se libérer d'éventuellement du stress post-traumatique. Donc à pouvoir les aider à se détacher progressivement d'un trauma en travaillant par cette notion de corps, de fenêtre de tolérance, de nouvelle sensorialité, de sécurité et de vivre tout ça à l'intérieur. Et aussi au niveau des émotions, au niveau par exemple de tout ce qui est burn-out, dépression, on peut aider les personnes à traverser ces étapes-là avec plus d'apaisement et plus de sécurité et de régulation en fait. Donc en fait on agit vraiment sur les deux plans, mais en ayant aussi cette vision globale et large que le physique est lié au psychique et inversement. Et on va reprendre maintenant aussi des données un petit peu de la médecine chinoise qu'on vient incorporer dans les transmissions, parce qu'il y a tout un bagage aussi très intéressant en Asie de toute cette approche énergétique. Et on va regarder un petit peu au niveau aussi des méridiens, qui sont des canaux d'énergie, au niveau des correspondances avec les organes. Et en ayant toutes ces informations finalement à disposition, on va pouvoir avoir quelque chose de complet pour accompagner pour soigner. Enfin, voilà, soigner, accompagner, dans l'apaisement toujours, hein. On n'est pas sur un terme de guérison, évidemment. Et une des choses spécifiques au magnétisme animal, c'est le fait de pouvoir agir sur ce qu'on appelle la brûlure. Vous voyez, Mhm. et tout ce qui est du domaine de l'inflammation ou de la brûlure. Par exemple, en radiothérapie, et même si c'est nécessaire de passer à travers, pour tuer les cellules cancéreuses, de passer à travers la radiothérapie,
Le problème, c'est les conséquences, c'est que la peau continue de brûler alors qu'il n'y a plus de radiothérapie. Et là, nous, avec l'énergie, on peut justement calmer ce feu-là et donc rendre évidemment la séance de radiothérapie beaucoup plus cool à la suite à chaque fois, quoi. Puis une personne qui se brûle, eh bien, quasi instantanément, on peut arrêter la brûlure, s'il ne va pas empêcher de la soigner, mais en tout cas, déjà, la douleur, on peut la stopper quasiment instantanément, que ce soit en visio, donc à distance ou en présentiel. Tout ça, c'est des choses que permet l'énergie et c'est dommage de s'en priver, c'est pour ça qu'on transmet. C'est tout à fait passionnant tout ça. Donc moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que j'en ai eu. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme mot de la fin, chacun? Contactez-nous de façon à aller plus loin à travers ben, les liens que je pense Evelyne laissera de nos mails et compagnie. Si vous voulez nous poser des questions, nous rencontrer, échanger par WhatsApp et puis éventuellement suivre nos transmissions, vous êtes les bienvenus. Ben, moi, je dirais, rien n'est séparé. Tout est relié, comme dit Romuald Le Terrier. C'est vrai. D'ailleurs, là, il y a Romuald, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Eh bien, un tout grand merci à vous deux et peut-être une prochaine fois sur Résilience Psy, hein. Mon petit doigt me dit qu'il y aura une prochaine fois. Ben, merci à toi, Evelyne, pour cette invitation. C'était très agréable. Oui, merci de cette invitation et merci à toi pour tout ce que tu fais parce que vraiment, Résilience Psy, c'est une source incroyable d'informations thérapeutiques magnifiques. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet entretien, ce que j'espère. Pensez à le partager, à mettre aussi un petit mot en bas de la vidéo et à faire connaître la chaîne Résilience Psy et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.